truth. Oh, darling, let me be your mountain, 'cause I see tomorrow. Yeah. Oh, if I could fly, I would be with you every second of my life. Sometimes it's just another day to get through, but it's not easy when you're blind from the truth. Oh, darling, let me be your mountain, 'cause I see it as my life. Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le préfet directeur général de l'administration du territoire, représentant le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales accréditées en République du Congo, Monsieur le PDG de Bureau Monsieur le représentant de Thales, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Mesdames et Messieurs, à présent, nous invitons très respectueusement Monsieur le ministre des Postes, de Télécommunications et de l'Économie numérique pour son mot d'ouverture de cet atelier. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. De l'UNESCO, Monsieur le Préfet, Directeur général de l'administration du territoire, Monsieur le Conseiller du Président de la République en charge du numérique, Messieurs les Directeurs généraux, Monsieur le CEO de Bureau-Top Iris, Monsieur le chef de mission du groupe Thales, Monsieur le coordonnateur du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, distingués invités, chers amis et chers experts, l'honneur m'échoit en ce jour mémorable de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier national sur l'identité numérique, placé sous le thème « Visionnaire vers une identité numérique inclusive et sécurisée ». C'est donc avec une immense fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre stratégique qui se veut être bien plus qu'un simple cas de réflexion. Elle est l'expression de notre engagement collectif et résolu à hisser la République du Congo au rang des nations africaines qui auront su inscrire le numérique au cœur de leur destin et de leur souveraineté. C'est à juste titre que son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a érigé la transformation numérique en socle majeur du développement économique, social et culturel de notre pays. À travers l'atelier que nous lançons ce jour, nous nous engageons avec détermination à inscrire sous la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, et les orientations pertinentes en la matière de M. Anatole Kolili Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, le départ d'une nouvelle étape, celle d'inscrire notre pays dans le cercle des nations qui ont compris que l'identité numérique est bien plus qu'un outil technique, cela a été dit, elle est le socle même de la citoyenneté moderne et une clé indispensable pour garantir l'accès de tous aux droits fondamentaux, aux services publics et aux opportunités économiques. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, l'initiative globale ID40 de la Banque mondiale affiche près d'1 milliard d'êtres humains dans le monde vivent sans preuve officielle d'identité. En Afrique, cette réalité représente
un obstacle majeur à l'accès aux droits et services essentiels. Le Congo, mon pays, refuse de se résigner à cette fatalité et entend inverser la tendance. 11 millions de dollars américains consacrés à la modernisation de l'état civil et au développement d'un système d'une identité numérique performant sont la preuve concrète de notre engagement. Les partenaires techniques, à commencer par le groupe Thales, joueront un rôle décisif dans la réussite de cette ambition nationale. Acceptez nos remerciements d'être venus nous honorer, mais aussi d'avoir voulu affermir nos aspirations communes à l'initiative Global ID4D et au développement de l'économie numérique de notre pays. Au Centre africain de recherche en intelligence artificielle, fleuron de l'innovation et catalyseur de l'intelligence collective dans notre pays. À Bureau Iris, pour son engagement continu à accompagner les initiatives de modernisation technologique de notre pays. Je vous dis ma profonde satisfaction d'avoir pris la mesure de nos attentes. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans un contexte mondial où la digitalisation des sociétés avance à un rythme effréné, nous n'avons d'autre choix que de penser et de bâtir un système d'identité numérique qui soit fiable, en interopérabilité avec les standards internationaux pour permettre aux Congolaises et aux Congolais d'être les acteurs à part entière de la révolution numérique mondiale. Inclusif, afin qu'aucun citoyen, qu'il vive en zone urbaine ou en milieu rural, ne soit laissé en marge. Et enfin, sécurisé pour préserver la confidentialité des données personnelles et garantir la souveraineté numérique nationale. C'est bien le sens que nous donnons à cet atelier qui s'ouvre, comme vous le savez, quelques jours seulement après la tenue du 1er au 4 juillet dernier à Kinshasa du Cyber-Brune régional 2025 avec l'appui de l'Union internationale des télécommunications et de l'Interpol. Ce qui traduit la continuité remarquable à positionner le Congo comme une terre d'innovation en cybersécurité et un acteur crédible dans la sécurisation de l'espace numérique africain. Nous attendons de vous, experts, une définition claire, une feuille de route ambitieuse, réaliste et partagée pour l'instauration d'un système d'identité numérique robuste, protecteur et garant de l'inclusion sociale. Distingués invités, mesdames et messieurs, le gouvernement de mon pays s'engage à créer un cadre légal et institutionnel favorable au déploiement de solutions innovantes telles que le Digital Wallet, garantir la protection des données personnelles et à renforcer la confiance des citoyens dans l'usage des technologies numériques, investir dans le renforcement des capacités des jeunes à devenir artisans et bénéficiaires directs de cette révolution numérique, en déclarant solennellement ouverts les travaux de cet atelier national sur l'identité numérique. Je forme le vœu qu'il soit porteur d'innovations audacieuses, de consensus structuraux et d'un élan irrésistible pour bâtir un Congo digital tel que voulu par le président de la République, chef de l'État, et je vous remercie. Il y a la photo de famille. L'identité numérique constitue aujourd'hui bien plus qu'un simple identifiant.
C'est le socle permettant aux citoyens d'exister, d'interagir dans l'espace numérique. Elle offre un accès sécurisé et fiable aux services publics et privés, tout en garantissant leurs droits fondamentaux. L'intelligence artificielle, elle, vient amplifier la dynamique en rendant le processus d'enrôlement plus rapide, les systèmes d'authentification plus robustes et en favorisant une inclusion massive dans les zones les plus reculées. Je venais d'échanger tout à l'heure avec notre ami du PNUD sur le système d'identification digitale qui a été implémenté en Mauritanie. Aujourd'hui, avec simplement la reconnaissance faciale, vous pouvez lancer la production de votre passeport. Pourquoi? Parce que les bases de données sont déjà interconnectées. Ça a été implémenté en Mauritanie. Et tout ça, c'est l'IA. L'intelligence artificielle ne se contente pas de fluidifier les opérations techniques. Le micro. Elle les transforme en véritable levier de souveraineté nationale en permettant aux États de maîtriser leurs données stratégiques et renforcer les citoyens dans leur écosystème numérique. Donc ça, c'est un peu de façon générale. Alors, Rwanda, de son côté, ça c'est les exemples que j'ai choisis, il y en a plusieurs. Au Rwanda, de son côté, l'application de l'IA permet d'accélérer l'enrôlement de métiers dans les zones rurales, apportant l'identité numérique aux populations isolées et en facilitant leur inclusion dans les tissus socio-économiques. L'Estonie, qui est le plus grand modèle, pionnière mondiale de la gouvernance numérique, 99% des démarches administratives, qu'il s'agisse de voter, payer ses impôts ou signer un contrat, sont aujourd'hui réalisées en ligne grâce à une infrastructure d'identité numérique et sécurisée, mais optimisée grâce à l'intelligence artificielle. On va essayer de regarder les différentes formes d'identité digitale. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de plusieurs familles d'identités numériques qui exploitent la puissance de l'intelligence artificielle pour répondre aux défis de sécurité, d'accessibilité et d'interopérabilité. Les systèmes biométriques traditionnels utilisant la reconnaissance faciale, les empreintes digitales, l'iris ou même la voix, constituent la première couche en offrant les moyens rapides et fiables d'identification. Viennent ensuite, si vous voyez le deuxième, nous avons l'auto-souveraine, ce qu'on appelle le SSI. Ici, c'est une approche innovante qui place les citoyens au centre de la gestion de leurs propres données, grâce à la combinaison justement de la blockchain, l'IA, pour garantir l'intégrité et la confidentialité de leurs propres données. Nous voyons également se développer des identités numériques décentralisées qui permettent justement une interopérabilité entre les plateformes des administrations, ce qu'on appelle l'identité décentralisée. Il favorise ici une circulation sécurisée et transparente des informations d'identité entre les secteurs publics et les secteurs privés. Ici, l'IA est placée pour faciliter l'authentification entre les segments des réseaux, la détection, la fraude lors de l'interconnexion entre les bases de données, parce que vous savez que lorsqu'on met en place une plateforme des e-gouv, il y a une matrice au milieu qui, lui, ne se constitue pas en base de données, mais dont chaque base de données vient se connecter dans cette matrice-là. Et donc, lorsqu'on injecte l'IA au milieu, son objectif, c'est de détecter la fraude dans ce système interopérable. Et enfin, nous avons la montée en puissance du mobile ID, qui révolutionne l'accès aux services grâce à des smartphones équipés de capteurs biométriques intelligents. Les citoyens peuvent désormais s'identifier et accéder à toute sécurité, à des services bancaires, administratifs et sociaux, où qu'ils soient, quel que soit leur emplacement géographique, sans avoir à se rendre physiquement dans une agence ou un bureau. Ici, l'IA, son objectif, renforce l'authentification grâce à la reconnaissance faciale. Je venais de le dire, je venais de prendre un exemple tout à l'heure pour le système qui a été implémenté en Mauritanie. Donc, grâce à la reconnaissance faciale, vous pouvez lancer la production de votre passeport ou d'un document. Ces solutions, s'appuyant sur l'intelligence artificielle, pour vous l'avoir, à une identité numérique universelle, plus inclusive, plus résiliente et mieux adaptée aux besoins à l'ère où tout devient de plus en plus numérique. Encore plus, l'IA intègre des mécanismes sophistiqués de détection d'anomalies et de comportements suspects
afin de contrer les tentatives de fraude, je venais de le dire, telles que l'utilisation des deepfakes, c'est ce que je viens aussi de dire tout à l'heure, et des photos imprimées. Donc, grâce à ces avancées, l'enrôlement à distance devient une réalité. Un simple smartphone équipé d'une caméra ou d'un algorithme de liveness detection peut désormais distinguer un visage vivant d'une image statique, rendant possible l'identification et l'authentification des citoyens, qu'ils soient même dans les zones enclavées. En parallèle, l'émergence du mobile ID insuffle une nouvelle dynamique, transforme le téléphone portable en véritable passeport numérique. On l'a vu pour ceux qui sont déjà venus en Estonie. C'est vraiment, le téléphone est vraiment comme un passeport numérique. Vous pouvez tout faire directement avec votre téléphone. Permettant aux individus d'accéder en toute confiance aux services bancaires, aux prestations, et ainsi de suite. Ces innovations positionnent l'intelligence artificielle comme le pivot d'un enrôlement universel, inclusif et résilient, adapté aux exigences de notre siècle, du siècle actuel. Alors, on va essayer de regarder la sécurité et détection de fraude. C'est dans cette synergie entre acteurs publics et privés, locaux et internationaux, que nous pourrons bâtir un écosystème numérique souverain, résilient, orienté vers l'inclusion de tous les citoyens. C'est mon dernier slide. En conclusion, l'intelligence artificielle et l'identité numérique forment aujourd'hui un tandem puissant et indissociable pour bâtir les fondations d'une société profondément transformée, une société plus inclusive où chaque citoyen, où qu'il vive, bénéficie d'un accès équitable aux droits et aux services essentiels. Une société mieux protégée, où la sécurité des données personnelles et la souveraineté numérique deviennent des priorités stratégiques. Et enfin, une société résolument innovante, où les technologies émergentes ne sont plus perçues comme de simples outils, mais comme de véritables catalyseurs de développement, de confiance et de dignité pour tous. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant la convergence entre le système d'identification numérique et l'intelligence artificielle. Je vous remercie. Onésime Oboulas. Le directeur général de l'Agence de régulation et de transfert de fonds, M. Jean-Claude Badry. Le conseil spécial du directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, M. Jean-Arnaud Douard. Enfin, le directeur national de l'identification civile, M. Michel Kélé. Messieurs les panélistes, la première question va être adressée au directeur général de l'ANSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. La cybersécurité et la protection des données sont les piliers fondamentaux. Quelles sont les stratégies envisagées pour garantir la confiance des citoyens et sécuriser les systèmes d'identité numérique? Juste pour rappeler que l'ANSI est l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc ici, l'ANSI est le gendarme de notre cyberespace. Quand on parle de sécurité en ce qui concerne le numérique, c'est l'ANSI. Alors, nous tous, nous savons qu'avec les transformations digitales dans le numérique, il y a plusieurs échanges. Les échanges deviennent énormes. Et cela, les citoyens exigent le maximum de confiance du public avec ces prestataires de services, des services numériques. Et donc là, c'est l'ANSI qui intervient. Parce que l'ANSI
doit s'assurer que ces prestataires de services numériques obéissent à ces normes de sécurité. Donc ici, l'ANSSI doit s'assurer que ce soit les produits qui seront utilisés, l'ANSSI doit certifier cela. Et donc, en ce qui nous concerne, l'identité numérique, l'ANSSI accompagne le projet dans le sens que l'ANSSI doit s'assurer que la sécurité et également la protection des données des utilisateurs sera respectée. Nous sommes tous d'accord que l'identité numérique ouvre la voie à des services financiers inclusifs. Comment votre institution peut-elle accompagner la sécurisation des transactions numériques et la lutte contre le blanchissement et la fraude? Merci, monsieur le conseiller. Je vais d'abord brièvement présenter l'ARTEF. Alors, l'ARTEF, c'est l'Agence de régulation des transferts de fonds. L'ARTEF est né par rapport à la loi numéro 7/2012 du 4 avril 2012. Et donc, les missions de l'ARTEF se lisent à l'article 6. L'article dit ceci: l'Agence de régulation des transferts de fonds oriente et contrôle l'ensemble des activités en matière de transfert de fonds, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À ce titre, elle est chargée notamment de réguler les activités relatives au transfert de fonds, contribuer à l'élaboration de la balance de paiement, suivre la constitution et la liquidation des investissements directs étrangers, veiller au bon fonctionnement des sociétés de transfert de fonds, examiner les demandes d'agrément de sociétés de transfert de fonds, étudier et mettre en œuvre les mesures visant à stimuler et à mieux réguler le secteur des sociétés de transfert de fonds, contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Voilà toutes les missions que la loi nous a confiées. La deuxième question va s'adresser à monsieur le conseiller spécial. Monsieur le conseiller, l'interopérabilité et la régulation des services numériques sont... Merci à tout le monde. Alors, je voudrais d'abord, comme mes prédécesseurs, présenter la direction de l'identification civile. Nous sommes donc un organe technique qui conseille le ministre de l'Intérieur pour les questions de l'identification civile. L'identification civile, en tant que direction, a des missions primordiales. Et la première mission, c'est l'octroi, c'est-à-dire donner la carte nationale d'identité aux citoyens d'une nationalité congolaise. Nous nous chargeons également de la centralisation des données collectées. Nous sommes également chargés de gérer le fichier national, que ce soit le fichier manuel ou le fichier informatique. En ce qui concerne l'enrôlement, vous savez, vous avez bien vu, vous avez bien dit, l'enrôlement, en fait, c'est le premier maillon de la chaîne de production de la carte nationale d'identité. Ensuite, c'est vrai, va se suivre la production, l'importation, etc. Alors, comment se passe l'enrôlement? Nous avons pris des précautions à ce sujet. Et l'enrôlement, avant que je passe à un petit développement, l'enrôlement, il faut retenir qu'il est encadré par certains textes juridiques. Il y a le texte, le décret qui crée la carte nationale d'identité. Il y a la loi sur le code de la nationalité. Il y a la loi sur le code de la famille. Il y a l'arrêté qui définit les attributions d'organisation des centres de production de la carte nationale d'identité. Voilà les textes qui encadrent l'enrôlement. Étant donné que au niveau du décret qui crée la carte nationale d'identité, le président de la République a été clair.
dit la carte nationale d'identité doit être fiable. La carte nationale d'identité doit être fiable. Et tenant compte de cela, il produit un document juridique qui donne une identité à quelqu'un. Et le service d'identification civile, il donne l'identité unique à l'individu à travers l'acte de naissance. Donc, voyez-vous, c'est très difficile pour nous, mais on est en train de faire des efforts pour arriver à un environnement, je trouve, sain et inclusif. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur. Je tiens à vous féliciter déjà pour ces innovations et pour l'acquisition de ce matériel. Et aussi, je peux vous rassurer que la connexion avec le pattern va être une connexion de 5 ans. Donc ça aussi, ça va apporter une innovation dans vos différentes structures. Alors, pour stimuler le débat, on va passer ici à un deuxième tour de questions. Ceci avant de donner la parole à l'assistance. Je tiens aussi à vous remercier pour ces contributions d'une grande richesse. Permettez-moi maintenant de poser des questions pour approfondir certains points clés très importants. Il a été mentionné tout à l'heure par les différents panélistes que même lorsqu'il y a des enquêtes, ne fût-ce que pour avoir l'identité de la personne, mais il faut qu'on ait des réquisitions du procureur de la République adressées par exemple à MTN ou à RTL, ne fût-ce que pour avoir l'identité réelle d'un numéro de téléphone. Or, aujourd'hui, avec les simulations, c'est vrai, souvent les raisons que ces opérateurs évoquent, c'est pour éviter les erreurs de transfert, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de transfert, et cela s'était fait sous couvert donc, de l'ARPCE. Et donc là, la question que je me pose, par rapport à l'instruction de la PEAC, qui date de 2024, qu'en est-il maintenant de ce genre de pratique qui a été bien sûr admis par rapport aux régulateurs? Qu'en est-il? D'autant plus que je tiens à rappeler que nous avons une loi, et ça a été aussi rappelé par les différents panélistes, une loi sur la protection des données à caractère personnel qui date de 2019. Cela a été donc ma première question. La deuxième question, ça concerne l'ARTEF. J'aimerais savoir, lorsqu'on tombe sur les cas d'usurpation d'identité, est-ce que ils ont eu déjà à mener par exemple des procédures comme ça où ils ont dénoncé ces faits d'usurpation par exemple d'identité auprès de l'autorité habilitée, ou si c'est vraiment le cas, combien de procédures ont-ils dénoncé dans ce sens? Je vous remercie. L'usurpation d'identité, peut-être que je ne me suis pas bien fait entendre. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que dans une famille, vous voulez par exemple envoyer de l'argent à un étudiant, à votre parent étudiant en Europe. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la CEMAC, il y a une réglementation de change qui dit que c'est 1 million par personne, par mois. Et donc, si vous voulez envoyer 2 millions, qu'est-ce que vous faites? D'abord, vous-même, vous prenez votre identité et vous rappelez qu'il y a la pièce d'identité du grand-père ou du papa qui est décédé. Et donc, on utilise les deux pièces pour faire l'envoi. C'est ce que j'ai dit. Bon, nous, quand nous avons fait des contrôles, effectivement, on s'est rendu compte, hein, parce que bon, il y a des moments où vous avez la chance, vous arrivez sur une personne que vous connaissez, vous dites, mais la personne là, elle est décédée, mais pourquoi ça? Mais bon, parfois, vous le décédez 2 ou 3 mois après. 2 ou 3 mois après, ou 4 mois après, vous savez que bon, ça s'est passé comme ça. Mais c'est justement à partir de la plateforme de certification des transferts de fonds et avec l'interopérabilité que nous sommes en train de vouloir faire, ben on sera obligé, on sera au courant. Parce que non seulement il y a l'identité civile, mais vous savez aussi que au niveau, par exemple, des décès, des pompes funèbres, on doit avoir une plateforme qui nous dira, surtout ce serait très important pour la fonction publique, pour la solde, pour savoir que bon, un tel est décédé. Mais il faut justement des données fiables. Mais pour l'instant, nous sommes tous dans les problèmes. Merci, monsieur le DG. Monsieur le directeur général. Il y a une autre question qui a été posée par, je crois que notre frère, le magistrat. Par celui du GIOT. Voilà, il y a le GIOT et puis voilà, le GIOT est là.
Bon, en ce qui concerne le diode, si j'ai compris la question, est-ce que nous allons prioriser les étrangers ou bien les nationaux vu le caractère ou la nationalité numérique de c'est ça? Ok. Bon. D'abord, là-dessus, je suppose que vous parlez, je prends un exemple en ce qui concerne les prestations de services de sécurité par exemple. Protéger, je prends une société qui doit protéger, assurer la sécurité d'une banque. Ok? Voilà. Mais il faudrait, en ce qui concerne l'ANSSI, ces prestataires de services doivent normalement se faire enregistrer au niveau de l'ANSSI. Remplir le cahier de charge. On regarde et une fois ils sont certifiés. Et là, ils peuvent aller sur le marché pour chercher à compétir. Mais non, favoriser les nationaux, mais il y a aussi la compétence. Est-ce qu'ils ont les compétences requises, par exemple? Donc, nous, en ce qui nous concerne, nous voyons seulement le cahier de charge, et respectent le cahier de charge, et après, bien sûr qu'on regarde dans le cahier de charge, on vérifie qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, de fuite d'informations, est-ce que ceci, on regarde leur solution, après, il n'y a pas de problème. Bien que ça. Le continent africain est un enjeu, est un marché très important pour nous. La compagnie y est déjà présente dans de nombreux pays. On peut citer par exemple la carte d'identité en Afrique du Sud. On peut citer le système Iboga chez nos voisins gabonais. On a mis en place en fait le système électoral avec une base de données biométrique et in fine, cette base de données électorale est devenue le registre national de la population. Et aujourd'hui au Gabon, quand on demande une carte d'identité, à chaque fois une interrogation est faite à cette base centrale avec vérification des données biométriques. Également, toujours en Afrique, on a lancé le premier Digital ID Wallet interopérable à l'île Maurice. Ceci en respectant les standards. Je pense qu'il est important de partir avec une compagnie qui a les reins solides. Alors, je vais l'avouer, c'est vrai que la compagnie, on n'est pas forcément la moins chère du marché. Je l'admets volontiers. Maintenant, je pense que on est à même de proposer, je dirais, la best value for money. Et je vais prendre un bête exemple. Alors, peut-être que c'est pas forcément, ça fait pas toujours forcément plaisir, mais là, je suis arrivé à l'aéroport et il y avait les gates. Il y avait des gates automatiques. À Thalès, on déploie des gates automatiques, par exemple celle qui équipe l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir venir dans notre pays, mais les gates sont complètement automatisés, on met son passeport, il y a une reconnaissance faciale, on peut passer. Franchement, ça fluidifie vraiment le trafic. Et là, je suis arrivé à Brazzaville, il y avait 5 gates qui étaient alignés. Et ce qui est bien, franchement, la volonté elle est top de pouvoir faciliter l'arrivée à la frontière. Quand on arrive la première fois dans un pays, première expérience qu'on fait, ben là le trafic il est fluidifié. Donc la démarche a été vraiment bien. L'opérateur qui m'a accompagné a super bien fait son boulot, c'est juste que les gates elles étaient buggées. J'ai essayé 2-3 fois et au bout de 2-3 fois il m'a dit bon ben non continue, va prendre ton visa. Donc c'est important aussi quand on choisit un prestataire qu'il ait des références et qu'il soit à même de délivrer quelque chose qui fonctionne. Et le Digital ID Wallet couvre plusieurs cas d'usage et notamment le stockage des différents documents et le partage des différents documents. Donc, comme je le disais, on peut offrir des solutions alternatives mais qui ne seront pas capables de couvrir tous ces cas d'usage. Si on se contente par exemple d'une identification, d'authentification, juste cette partie-là, effectivement on peut mettre en place des solutions alternatives
soit à base du SSD, soit à base de one-time password, mais on ne pourra pas couvrir l'ensemble des cas d'usage offerts par la Digital ID Wallet. En tout cas, sur la base d'un Digital ID Wallet complètement interopérable, j'en connais pas en Afrique. Ensuite, il y a plusieurs pays européens qui ont fait le choix de supporter les deux standards. Donc, comme je le disais, sur le ISO, il y a plus de granularité dans les attributs qu'on veut gérer. Le W3C, on présente tout. Donc, par exemple, le W3CVC va être peut-être plus pertinent pour un acte de naissance ou un diplôme. Voilà, c'est typiquement le genre de document qu'on peut mettre en W3C. Sur la deuxième question, sur la partie tiers de confiance, alors en fait, tous les documents à un moment donné sont signés, doivent être signés et certifiés. Donc on va s'appuyer sur des certificats numériques, et typiquement ces certificats numériques peuvent être issus d'une PKI nationale. Donc si vous n'avez pas de PKI, on peut en déployer une, mais si vous avez déjà une PKI avec déjà certaines autorités de certification, ben on va les intégrer et on va s'interfacer avec. J'ai deux petites questions. Je suis Murphy Semo, magistrat, juge au tribunal de grande instance de Brazzaville. Étant donné qu'on parle de wallet, moi j'aimerais savoir, est-ce que ce wallet-là concerne juste la gestion des documents ou en même temps elle prend en compte également la gestion de la monnaie électronique et également peut-être la crypto-monnaie. Et donc si elle prend en compte la monnaie électronique et également la crypto-monnaie pour permettre donc aux utilisateurs de pouvoir effectuer leurs achats et autres, j'aimerais savoir, est-ce qu'à ce moment-là, puisque la monnaie électronique est endossée sur la monnaie fiduciaire, sur un système décentralisé, alors que la crypto-monnaie est basée sur une technologie dite décentralisée. À ce moment-là, comment est-ce que vous gérez ce genre de problématique, si tant est que votre wallet gère aussi ce côté, en fait, cet aspect des choses? Merci beaucoup. La réponse, elle va être facile, c'est je gère pas. En fait, on est vraiment focalisé sur la partie identité et documents. Par contre, sur les notions de transactions financières, alors peut-être que j'ai des collègues qui sauraient faire, mais en tout cas, c'est pas notre métier. En revanche, on peut fournir un Digital ID Wallet complet, l'application, mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'en fait, on fournit un SDK. Donc, un SDK, c'est la librairie logicielle qui va vous permettre de faire tout ça. Après, si c'est dans votre volonté de développer une application qui va mélanger ces deux cas d'usage, que sont les transactions financières et la gestion de l'identité et des documents, rien ne vous empêche de faire une application chapeau que vous allez développer vous-même en vous appuyant sur les SDK qu'on vous aura fournis. Mais voilà, nous, notre périmètre, on s'arrête à la gestion d'identité et à l'émission des documents digitaux. Donc concernant Interpol, c'est une initiative très intéressante qui s'appelle le WAPIS. Ça a été financé notamment sur des fonds européens. Et l'objectif, en fait, c'est d'équiper toute une partie des États subsahariens de telles solutions pour améliorer, j'ai envie de dire, le contrôle notamment des migrants. Donc il y a eu des appels d'offres. Récemment, nous avons déployé cette solution dans 3 pays, à savoir le Togo, la Gambie et le Togo, la Gambie, Camille et moi, et Bénin. Voilà, j'oubliais. Donc
Donc c'est un programme qui a été lancé en 2012, il y a eu plusieurs phases pilotes, il y a eu des appels d'offres, et aujourd'hui on a été sélectionné pour ces 3 pays. Pour vous donner une idée, c'est des solutions qu'on a réussi à déployer en moins de 10 mois. Mettre en place un système biométrique et déployer des stations d'enrôlement telles que celle-ci. Donc aujourd'hui, le programme WAPIS, on a ces 3 références, mais il faut savoir que ça inclut aussi d'autres pays. Il y a 14 pays supplémentaires qui vont potentiellement s'équiper. Pour l'instant, je ne pense pas que le Congo en fasse partie, mais je pense que c'est des choses à creuser en termes de financement, de s'appuyer sur les fonds européens pour déployer de telles solutions. Et en fait, ces appels d'offres, ils ont été complètement drivés, entre guillemets, par Interpol. Donc Interpol a travaillé avec les pays pour notamment élaborer les spécifications et évaluer les propositions des différents soumissionnaires. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter notre solution qui s'appelle Thales Evidence and Investigation Suite. La spécificité dans le criminel, c'est que vraiment la qualité et la puissance des outils biométriques est encore plus importante que dans le civil. Dans le civil, on peut se contenter de quelques approximations. À la limite, dans le civil, si sur tentative de comparaison, on rate un match, ou alors on confirme un match qui ne l'est pas, j'ai envie de dire les conséquences sont relativement faibles. Dans le criminel, c'est pas le cas. Dans le criminel, on a, j'ai envie de dire, vraiment pas le droit à l'erreur, et la qualité des outils est super importante. L'objectif, c'est aussi d'améliorer la réactivité des forces de l'ordre en leur mettant entre les mains les bons outils sur le terrain, et aussi dans tout le processus d'investigation, mettre les bons outils, notamment dans les laboratoires d'expertise criminelle. Donc l'objectif, ça va être vraiment de participer au maintien de l'ordre public, fournir des outils d'analyse technique, et ces mêmes outils peuvent être aussi déployés et mis au service des forces de défense et de renseignement. Souvent, on peut avoir l'armée qui va être déployée aux frontières, par exemple. On peut les équiper aussi avec ces outils pour contrôler les gens qui rentrent et qui sortent. En premier lieu, ça va être les gens qui sont vraiment sur le terrain, typiquement les postes de police ou éventuellement les installations militaires. L'objectif est de mettre des outils qui sont assez fluides et assez simples à utiliser, assez intuitifs, que les forces de l'ordre, les policiers puissent facilement s'approprier l'outil et l'utiliser sans problème. On va également mettre des outils au service des sections d'enquête. Donc là, on est davantage sur la partie investigation. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les forces mobiles, donc les véhicules de patrouille. Donc là, l'idée, c'est de mettre des outils qui sont beaucoup plus mobiles entre les mains de ces personnes-là. On comprend bien intuitivement que dans une voiture, on ne peut pas mettre un PC complet avec un gros scanner comme ça. Donc on va essayer de compacter les outils pour les rendre beaucoup plus portables et utilisables. Bon, qui permettent le suivi des affaires, le suivi des enquêtes, et ainsi, au fur et à mesure, pouvoir améliorer les process. Et parce que ces solutions, elles sont quand même technologiquement assez avancées, il y a toujours le côté informatique qu'il faut prendre en compte. Donc ces solutions, elles ont vocation à être déployées dans vos centres de données, dans vos installations, et d'être opérées et maintenues par vos informaticiens. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des solutions qui sont assez faciles à maintenir et à opérer. Même si après Thales arrive en deuxième niveau en termes de support, mais l'objectif, c'est vraiment que vos informaticiens aient déjà un certain degré d'autonomie dans la maintenance de ces solutions. On a un outil qu'on appelle le CMS. Alors là, je ne pense pas que ça soit très applicable sur
En général, c'est pas très applicable dans les pays francophones, c'est plus dans les pays anglophones. Enfin, je sais pas, vous avez tous vu aux États-Unis avec ce qu'on appelle les gens qu'on met en ligne avec des témoins pour les désigner, les identifier. En général, c'est pas tellement des pratiques qu'on utilise dans les pays francophones. Ceci étant, voilà, ce genre d'outil, au lieu d'avoir des personnes physiques qui viennent, on va générer des images automatiquement avec des gens qui se ressemblent et le témoin va pouvoir éventuellement identifier le suspect. MBI, donc ça c'est un outil vraiment novateur, vraiment très puissant. C'est vraiment des appareils de mobilité qu'on va pouvoir déployer, soit dans des petits terminaux mobiles, soit carrément dans des smartphones du marché. Et WebID, ben ça c'est des solutions très légères, donc on peut faire tourner sur un laptop très facilement, qui va permettre d'interroger la base de données. Je cherche spécialisé au commandement et renseignement général. Ma question est celle-ci. Quels sont les dangers de l'identification biométrique aujourd'hui par rapport à la montée en puissance de l'intelligence artificielle? Alors en fait, le problème c'est... Je réfléchis en même temps, le problème c'est la source de la donnée. Le problème c'est la source de la donnée, c'est-à-dire que si la source de la donnée, enfin voilà, quand vous enregistrez un criminel dans un commissariat, enfin, j'imagine que vous pensez aux deepfakes, des choses comme ça. Ouais. Quand vous enrôlez la personne dans le commissariat, machin et tout, bon là il n'y a pas de deepfake. Sur une scène de crime, des empreintes, j'ai pas de cas d'attaque par intelligence artificielle. Après, effectivement, la question peut se poser d'une vidéo ou d'une image qui vient de quelque part, et puis on va lancer une reconnaissance faciale sur cette image. Le risque est réel. Enfin, je ne vais pas vous mentir, le risque est réel. Il y a des deepfakes qui peuvent être super bien faits, quoi, qui peuvent aller très loin. Donc là, en fait, la question se pose plus de la fiabilité de la source de la donnée. Est-ce que cette source, elle est vraiment fiable et je peux m'appuyer dessus? Donc oui, enfin, c'est vrai que vous avez raison de le souligner. Et quand vous allez baser votre analyse sur une source dont on n'est pas sûr de la fiabilité et qui a été potentiellement manipulée, oui, on peut aboutir ça peut poser un problème. Ah, mais ça va aussi être... Vous avez encore du travail, du coup. Tout à fait. Et j'ai une question, j'aimerais savoir à ce moment-là, est-ce que l'application ou l'algorithme utilisé ne pourrait pas nous dire, par exemple, que cette image-là provient de l'intelligence artificielle à ce moment-là, mais jusqu'à avoir cette information. D'autant plus qu'on n'a pas la source exacte d'où provient, par exemple, cette preuve-là. En ce qui concerne les deepfakes, par exemple. Je ne suis pas sûr d'avoir le niveau d'expertise pour pouvoir vous répondre vraiment de manière sûre et certaine. Là, il faudrait que j'aille vraiment consulter mes tops experts pour vous dire comment se comporte l'algorithme par rapport à du deepfake. Étant donné que vous avez parlé de la 7e génération, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous améliorez l'algorithme en quelque sorte. Mais maintenant, à ce moment-là, quel est le taux par rapport au biais qui peut exister dans vos différentes applications? Quel est le taux d'exactitude? Est-ce qu'on est à 90% d'exactitude ou 95% d'exactitude? Alors, encore une fois, ça va dépendre de la source de la donnée. Quand on est sur et de la qualité, j'ai toujours parlé de la qualité de l'acquisition. Donc si on est sur une acquisition en commissariat, là on atteint du 99%, enfin on est vraiment très haut, quoi. Si on est par exemple sur une image un peu floue, sombre, pas complètement de face, là il y a un indicateur, effectivement, qui a un score de confiance qui est donné, et c'est aussi à la fin à l'expert de trancher. Et dans ses conclusions, autant sur les empreintes, on est un peu à j'ai un hit, j'ai pas un hit, ou je suis, c'est pas concluant, toujours ces 3 niveaux. Sur l'analyse des images, on est à 5 niveaux de confiance. Donc effectivement, on introduit plus de nuances que par rapport au fingerprint.
L'image est quelque chose, effectivement, le facial, la reconnaissance faciale sur des images un peu volées, ça nécessite un peu plus de nuances. Et on est dans des zones qui sont un peu moins noires, je dirais, on est moins dans le 0 rien. You don't know what's coming down. I got you hypnotized. Take a real close look now. I'm gonna show you